trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est avec nous, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être à nos côtés également. Bonsoir Franck. Bonsoir Éric. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Et à nos côtés enfin David Belloc. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant et stratégiste chez Mirova. Je me tourne vers le stratégiste, notamment David, pour... expliquer un peu quand même cette situation avec des actions mondiales, je le disais, au plus haut historique. Si on prend l'indice MSCI World comme référence, le S&P 500 est au plus haut également, proche du seuil symbolique des 5000 points. Je le disais en introduction, c'était plutôt un objectif que les stratégistes avaient pour la fin d'année 2024 et qui pourrait donc être atteint beaucoup plus tôt que prévu, prévision qui date d'à peine il y a quelques mois, d'une certaine manière, David, alors même que le marché obligataire reste très volatile, encore un peu instable, avec toujours ce calendrier de baisse de taux qu'on a du mal, ou que le marché a du mal à considérer à ce stade. Et donc, on a vu un marché obligataire qui se remettait à corriger sans que ça n'ait d'impact sur les classes d'actifs risqués, et notamment sur les marchés actions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce momentum action aujourd'hui, David ? Alors déjà, c'est un rallye qui est quand même pour l'instant assez étroit, puisque c'est essentiellement les plus grosses capitalisations des indices boursiers. Donc pas seulement les indices boursiers américains avec les 7 magnifiques, mais également les plus grosses capitalisations des indices européens qui surperforment. D'un point de vue, en termes de saison de résultats pour l'instant, elles ont quand même plutôt bien délivré. On a une très forte expansion de marge, une croissance du chiffre d'affaires clairement au-dessus des attentes, des perspectives finalement attrayantes avec une valorisation de ces 7 magnifiques à 30 en termes de price to earning, ce qui, au vu des anticipations de croissance et la capacité de ces sociétés à délivrer, n'est pas extrêmement cher relatif à l'historique. Et on a finalement un relais aussi au niveau des marchés européens avec des Américains qui commencent à s'intéresser aussi à ces valeurs européennes, un peu comme ils jouent les 7 magnifiques, ils se mettent à jouer nos ASML, Novo et SAP entre autres, et avec des résultats là encore de très très bonne facture. Donc on a au moins pour ces valeurs, une saison de résultats qui est favorable. Et puis, d'un point de vue macro, notamment pour les US, on est encore complètement, de mon point de vue, dans une situation Goldilocks. On a une désinflation à confirmer, mais qui est encore en place. Une Fed qui n'a certes, et d'une manière générale, les banques centrales ont mis en place une sorte de pushback début d'année, puisque le marché est allé trop loin dans les anticipations de baisse. Dès le mois de mars, 6-7 baisses, ça fait quand même beaucoup pour une économie qui, finalement, va atterrir en douceur, peut-être même pas atterrir du tout aux États-Unis. Donc, il y a eu ce pushback qui, finalement, a eu un impact sur les taux assez mesuré jusqu'à présent. On reste rangy. Et dans le même temps, on a des chiffres d'activité, les créations d'emplois, la consommation, le PIB du T4 aux États-Unis à 3,3, des gains de productivité, un marché de l'immobilier qui tient, voire même une reprise des transactions et un effet richesse qui joue à plein. C'est-à-dire que les Américains bénéficient d'un portefeuille action qui a monté, de salaires finalement retraités de l'inflation qui deviennent attractifs. Et donc, voilà, c'est un peu rose comme scénario, mais enfin, en tout cas, quand on sait qu'on avait 8 000 milliards d'actifs en cash fin d'année dernière et une partie quand même des investisseurs qui jouaient encore cette récession 2024, on peut comprendre ce rebalancement des débuts d'année. Et c'est donc un schéma Goldilocks, mais un peu différent de ce qu'on a pu observer par exemple en fin d'année dernière. Là, on est vraiment pour les marchés actions, les marchés d'actifs risqués. Oui. Ça englobe également le crédit, David. Oui. On est vraiment dans l'idée good news is good news. Les bonnes nouvelles macro, les bonnes nouvelles du point de vue de l'activité économique sont perçues comme des bonnes nouvelles par les investisseurs actions, même si ça implique un higher for longer du point de vue des taux directeurs des banques centrales. Le rallye de fin d'année, il s'était fait de manière concomitante avec une baisse des taux et une hausse des actions. Là, on a un phénomène un peu différent. Oui, complètement. On commence à avoir donc une corrélation un peu moins négative entre les taux et les actions. C'est vrai du fait des excellents résultats de ces sociétés.
C'est vrai aussi du positionnement et aussi cette volonté de loquer des taux. Si on prend l'exemple du marché crédit, on voit que finalement ce pushback de Banque centrale a eu un effet pour l'instant mesuré sur les taux. On avait des institutionnels, des fonds de pension et des assureurs qui ont besoin de redéployer du cash. Ils voient finalement un marché primaire et un déséquilibre offre-demande manifeste, des taux relativement attractif, il suffit de 20-30 centimes de hausse de taux et des spreads pour que les acheteurs arrivent. Pour que les acheteurs arrivent, voilà. Il y a un FOMO, quoi. Oui, il y a un peu un FOMO sur le rendement avant les baisses de taux des banques centrales. Ça y ressemble. Après, jusqu'à un certain point, dans le cas d'un no-lending potentiel US avec effectivement peu de baisse de taux, on peut avoir effectivement toute une partie de la cote qui peut souffrir. Mais on a quand même ce earnings, pour reprendre le cas de marché action, qui potentiellement va pouvoir délivrer ce que les marchés attendent sans de contraction de multiples si les taux restent stables. Et c'est finalement un scénario assez favorable pour les actifs risqués. Bon, on viendra aux discussions sur les banques centrales. Alors, Eric, juste, c'est valable que pour les grosses actions, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour les grosses actions, on a échangé une non-baisse de taux par davantage de croissance, qu'on a été surpris par la croissance de ces valeurs-là. Quant au reste de la cote, les petites, ainsi de suite. Mais 30 valeurs du S&P pèsent la moitié de l'indice aujourd'hui. Donc c'est les boîtes qui comptent, quoi. Quand on dit les actions, c'est juste les grosses capitalisations. Voilà. Celle qui pèse le plus. Alors c'est la question qu'on pourra se poser, mais c'est celle qui pèse le plus dans les indices aujourd'hui. Il y a la logique indicielle aussi qui se met en place derrière. On peut imaginer une seconde jambe de rallye plus tard dans l'année avec justement la cote qui n'a pas payé. Si on a une baisse des taux. On va discuter du schéma Banque centrale, mais sur le crédit, effectivement, l'idée qu'il y a quand même une course en rendement et que 20-30 centimes, effectivement, ça fait tout de suite la différence et ça permet à des acheteurs de revenir verrouiller du rendement dans des perspectives un peu plus longues. Vous confirmez ce schéma-là aujourd'hui, Franck ? Oui, complètement. En fait, quand on regarde les valorisations des marchés du crédit, c'est cher sur le yield, c'est même très très cher. Avec un taux de défaut implicite sur un marché global à yield d'à peu près 1,3%, c'est très très bas, hein. Ça ne va pas tenir ça. On est sur des moyennes historiques plutôt à 3,8%. Donc on a un marché à yield qui est vraiment à la merci de tout pic de volatilité, tout pic de mauvaises surprises éventuelles sur des données macroéconomiques. Mais sur l'investment grade, c'est autre chose. Quand vous regardez le marché de l'investment grade, donc de meilleure qualité, on est sur des moyennes de très long terme en fait, en termes de spread. Par contre, le rendement, lui, est haut. Parce qu'on vient d'une période quand même assez exceptionnelle de taux très 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 bas. Et donc, cette clientèle, notamment d'institutionnels et d'assureurs vie, ont l'opportunité de rentrer en portefeuille des rendements dont ils rêvaient il y a encore quelques mois, quelques années. Et on le voit avec un appétit absolument incroyable, enfin vous l'avez dit, sur le marché du crédit, mais sur l'obligataire en général. Hein. Bon là, on est un peu dans la blackout période, hein. C'est la période des résultats, donc on n'a pas beaucoup d'émissions obligataires crédit, mais ce qu'on a vu sur la première quinzaine de janvier, c'est fou. Ouais. C'est fou. On a eu plus d'1 trillion de demandes sur du papier obligataire en primaire. On avait rarement vu ça, mais alors quand on agrège tous les chiffres, quand même, sur le marché du crédit spécifiquement, on a un mois de janvier qui était très très fourni, mais moins fourni que le mois de janvier à la même époque, donc la même époque l'an dernier. Donc oui. On est très sensible à ça parce que c'est des éléments techniques qui valident un peu notre scénario. Puis attention au biais de confirmation, mais là on y croit quand même. On y croit quand même parce que il y a eu 2 changements majeurs en fait dans la perception de l'obligataire en général. Il y a ce qui s'est passé fin octobre, début novembre, qui a vraiment initié ce rallye extrêmement puissant sur les taux. La perception par les investisseurs qu'on était au pic des banques centrales. Conviction forte, mais pas une certitude. Et c'est là que vient le discours des banquiers centraux, donc début janvier, que ce soit Powell ou Lagarde, qui nous disent explicitement que le prochain mouvement, c'est un mouvement de baisse. Donc il n'y a plus de biais haussier dans la gestion des politiques monétaires. Et ça, c'est fondamental. Ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Ah ouais. Ça change tout. Et vous l'avez dit, on est vraiment dans un contexte FOMO où les investisseurs ont peur de rater le train. Dans un contexte où les allocations obligataires ont été plutôt le parent pauvre ces dernières années. Donc il y a une repondération massive sur l'obligataire, que ce soit la dette souveraine ou le crédit corporate. Mais ça veut dire, du point de vue des émetteurs, qu'ils voient là, qu'ils ont vu là, de ces dernières semaines, une fenêtre de tir hyper intéressante pour venir se financer ou se refinancer, quand bien même on se refinance plus ou on se finance plus au même coût qu'il y a encore
quelques années, Oui, non mais absolument. Alors, Franck. Même si les coûts de financement sont plus élevés pour des boîtes qui n'ont pas eu besoin forcément d'émettre pendant la grande phase de remontée des taux, là, elles se disent, c'est le moment d'y retourner. et quand vous parlez aux entreprises, elles vous disent qu'elles refinancent 2026. Même pas 2025. 2025, c'est le grand rendez-vous sur le marché du crédit. C'est à peu près 30% de la dette crédit qui mature en 2025. Donc, on peut craindre un mur de refinancement. Mais en fait, non. Quand Ça y est, on l'a franchi ? Oui, pratiquement. Enfin, quand vous faites le travail bottom-up, donc, et ça, c'est le boulot de nos analystes crédit. Bien sûr. 2025 est pratiquement refinancé. C'est Donc, plus un il se sujet. projette déjà plus loin. On est déjà sur 2026 en anticipant. Je Donc, rappelle, il y a 6 mois, on faisait tous nos petits calculs pour un mur de la dette qu'on voyait deuxième partie de 2024, 2025, etc. En quelques mois, ça y est, ces Non, murs-là on ont voit été plus. Ouais, absolument. repoussés encore plus loin dans Et le ça donne du confort, évidemment. évidemment. J'imagine. Ouais. J'imagine. Eric, sur cette situation de marché, je sais pas, hein, recorder. Moi, je suis pas à l'aise avec le marché obligataire, parce que la dernière fois, j'ai dit qu'on n'était pas dans un taux d'équilibre, et ben, j'ai bien fait, puisqu'on est remonté sur le taux long, mais après, le crédit, oui. Il y a encore beaucoup de volatilité, hein, oui, oui. Oui, il y a encore beaucoup de volatilité. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, c'est la structure du marché. Enfin, oui, on a échangé de la visibilité de croissance contre un potentiel de baisse des taux. Alors, on est tous d'accord que la baisse des taux va arriver, sauf que plus on réfléchit, plus on se pose, plus on se dit « Ah, c'est pas pour demain quand même », quand on voit effectivement les performances de l'économie américaine. Donc, on s'est focalisé là sur les résultats. Quid dans 15 jours, quand on a fini et qu'on passe à la macro, et que là, on se dit « Ah ouais, quand même, c'est pas... » Parce que là, on est dans un... Effectivement, comme vous venez de le dire, dans un scénario, bon, là, on a eu la hausse des taux, enfin, c'est fini, on va l'avoir l'année. Et puis, on se dit que 3, 4, 5, 6 baisses de taux. Je ne suis pas convaincu, on en reparle dans un mois, je ne suis pas convaincu qu'on soit encore très bien à l'aise avec là-dessus. Aux États-Unis, et ce qui me gêne, moi, c'est pour l'Europe, en fait, hein, parce qu'on n'est pas dans ce scénario-là. Ouais. Alors, si ça peut convenir à l'économie américaine, ce sera plus compliqué, vous dites, pour l'économie européenne, de reporter encore l'idée de baisse de taux et d'amoindrir peut-être même le quantum de baisse de taux. Oui, parce que c'est plus compliqué pour l'Europe. Hein. On n'a pas cette croissance-là. L'inflation est un peu plus... Bon, il y a eu une désinflation, mais on attend quand même les négociations salariales du printemps pour... on n'a pas les 1,5 de productivité de l'économie américaine. Si on veut les données les plus fiables possibles sur les salaires, ça veut dire qu'il faudra attendre longtemps. Oui. Donc, sauf si on a un accident... Mais même si on a un accident de croissance encore plus élevé, je ne suis pas sûr que Mme Lagarde prenne le pari de dire bon, tant pis, je lâche un peu sur. C'est pas l'état d'esprit visiblement qu'on ressent aujourd'hui au cœur du Conseil des gouverneurs. Je pense que l'été va être long. Enfin, d'ici l'été, ça va être long parce que on est revenu juste à la case départ. Sauf qu'on a été rassuré, d'accord, par certains grands groupes ou avec des résultats effectivement impressionnants. Le reste de la côte, moi qui suis les small ou les mid, il y a des bons résultats, mais les résultats sont bons déjà. Oui, mais ça y est, ça il n'y a pas les flux, il n'y a pas le signal. Je suis ressorti, c'est fini. Comme on disait la dernière fois, il n'y a plus aucune opportunité, c'est fini. C'était un rebond de 2 mois et pour l'instant, effectivement, il ne se passe plus grand-chose, en tout cas sur le point indiciel small cap depuis le début de l'année. On est revenu dans le désert complet, donc on est à l'aise avec nos flux pour moi. Comment vous ajustez ou vous réajustez un peu ou recalibrez l'idée des baisses de taux Franck, vous n'avez jamais été très agressif, je crois, dans l'idée que les baisses de taux allaient arriver très vite, très fort aux États-Unis. À un moment, le marché y a cru. Mars, semble-t-il, est effacé du calendrier pour les marchés. Mai, juin, pourquoi pas ? Est-ce que le risque, c'est que ce soit encore plus tard que ça, au regard, encore une fois, de la performance de l'économie américaine aujourd'hui ? On en est où de l'atterrissage ? Est-ce que la piste d'atterrissage est quand même en vue, ou est-ce qu'on est encore 3 km au-dessus du sol avec le train d'atterrissage qui n'est même pas encore sorti, d'une certaine manière ? Non, on ne croit pas du tout à un scénario de récession. Enfin, ça, je pense qu'on n'y a jamais cru. On n'a jamais cru. On parlait plutôt de soft landing, mais le soft landing, c'est plutôt un no landing. En fait, on a une économie américaine dont on a totalement sous-estimé la puissance en fait du soutien budgétaire,
totalement sous-estimé. Totalement sous-estimé, ça on ne devrait pas, parce que c'est comme quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, l'hédonisme du consommateur américain. Ne jamais shorter le consommateur américain. Don't fight the Fed, mais non, vous mettez pas face au consommateur américain non plus. Il est toujours là. Oui. Bon, il est ressorti de la crise plus riche en termes de revenus. Et là, les effets richesse sont quand même assez extraordinaires aussi. Alors, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on a eu encore une fois la confirmation, mais on ne l'avait pas prévu à ce niveau-là quand même, de la résilience de l'économie américaine. Mais c'est une excellente nouvelle pour la Fed, en fait. Et bon, on peut faire à peu près la même analyse en zone euro. On ne voit pas une récession non plus en zone euro, on voit plutôt un rebond sur la deuxième partie de l'année, aidé par des salaires réels qui s'accroissent. Donc ça, c'est quand même un soutien à la consommation en zone euro qu'il ne faut pas négliger. Mais ça, c'est plutôt bon, parce que ça veut dire que les banques centrales vont gagner en liberté. La politique monétaire ne va pas être dictée, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, par un double mandat, croissance, pour résumer, et inflation. Donc, ils vont seulement se concentrer sur l'inflation. Alors d'abord, chapeau la Fed, parce qu'un tel durcissement de la politique monétaire dans une période de temps aussi courte, sans effet dramatique sur l'économie, on n'avait jamais vu ça en fait. Sur 100 ans, est-ce qu'ils sont pour quelque chose ou pas, Franck? C'est la question. Non, mais on l'a dit, le politique mix c'était orthogonal. On avait une politique budgétaire en soutien, mais très très agressif à l'économie. Et bon, on voit que cette politique monétaire, finalement, n'a pas trop cassé la dynamique américaine, alors que l'inflation a été divisée par 3, enfin l'inflation headline. Donc le souci, c'est l'inflation des services, on est encore à plus de 4%, enfin un tout petit peu moins aux États-Unis, un peu plus de 4% encore sur les services en zone euro. Ouais. On voit des salaires qui augmentent encore aux États-Unis. Gros point d'interrogation sur l'évolution des salaires. Les négociations salariales en cours en zone euro vont être absolument fondamentales. Philippe Lane l'a dit encore récemment. Des gains de productivité négatifs en zone euro. Alors attention aux boucles prix-salaire. Mais nous, on sait maintenant en tant qu'investisseurs qu'il n'y a qu'une chose qu'on doit regarder, c'est l'inflation. Il n'y a plus que ça, finalement, qu'il faut regarder. Oui, parce que sur la partie emploi, vous dites, pour la Fed, en tout cas, le mandat est parfaitement rempli aujourd'hui. Oui. Donc, évidemment, surveiller la dynamique sur le marché de l'emploi, parce que c'est ça qui va dicter le profil de l'inflation sous-jacente et l'inflation des services. OK. Mais regardons l'inflation. Donc, on sait qu'ils sont totalement data-dependent. On sait qu'ils n'auront absolument pas les éléments nécessaires pour baisser les taux en mars, ni même potentiellement en mai. Donc nous, on est plutôt sur juin, voire juillet. Donc c'est une question de timing. Et après, la deuxième phase, c'est que les marchés vont sans doute réviser aussi le rythme des coupes à venir. Ouais. Parce que là, on est pratiquement sur une coupe de 25 BP à chaque meeting à partir du mois de juillet. Ça nous paraît un petit peu optimiste. Donc tout ça va être vu. Mais c'est tout de même bon pour l'obligataire. On va rentrer enfin dans un cycle de baisse des taux. Et je pense que c'est ça que les investisseurs vont retenir. Que ce soit plus graduel, plus progressif que ce qu'on imaginait, c'est une chose, mais ça n'enlève rien à la destination. À l'attractivité du marché obligataire. Je comprends. Comment vous regardez ce scénario? Vous le dites vous-même, no lending. Moi, ça m'effraie un peu presque l'idée que tout le monde se dise maintenant c'est no lending. Moi, je dis l'atterrissage sans fin, parce que je me dis qu'il y aura peut-être quand même à un moment un atterrissage, David. Et puis, c'est quoi un peu le contre-scénario, si je puis dire, qui ferait que non, il y aurait quand même bien un atterrissage et que le no lending ne serait pas permanent? Alors, no lending, on n'en est pas à ce stade certain. On est au tout début de l'année. On a simplement quand même un acquis de croissance. Alors, ça dépend des économistes, mais enfin, on lit ici ou là quand même qu'on a déjà 1,5, 1,8 de croissance acquise aux États-Unis en 2024. Et on part sur un premier trimestre à ce stade qui est peut-être sur 2,5% rythme annualisé. Sur le premier trimestre. Là, je sais pas, moi je veux le GDP d'Atlanta, on est à peut-être 3-4% pour le T1, quoi. Mais c'est ça, voilà. Donc effectivement, après, il y a là où effectivement on peut prolonger le cycle. Alors no lending, c'est ça effectivement à 3,5 par an, mais enfin là où on a quand même un argumentaire pour imaginer une prolongation du cycle, c'est si on se réfère à la fin des années 90, donc laquelle est la période de référence auquel on pourrait éventuellement comparer l'économie américaine actuellement. On a prolongé de 95 à 2000 cette économie via des gains de productivité massifs. Alors pour l'instant, on a 3 trimestres de gains de productivité, 4% en rythme annualisé. C'est un peu tôt pour dresser une conclusion, mais enfin c'est quand même bien... Encourageant.
très encourageant. On peut le dire. Et pourquoi ? Parce que les gains de productivité, par définition, baissent les coûts unitaires de travail, c'est-à-dire qu'on a une légère reprise des salaires aux États-Unis, mais on a des coûts unitaires de travail qui baissent. Et d'ailleurs, les PCE déflation, PCE suivi par la Fed est en rythme annualisé sur les 3 derniers mois à 1,5, sur les 6 derniers mois à 1,8, donc on est complètement dans les clous. Et les dernières déclarations de la Fed jouent plutôt en faveur d'une attente pour être vraiment bien sûr que cette inflation s'inscrive inférieure à 2%, mais on est plutôt de cet ordre-là. Et dans le même temps, ces gains de productivité permettent aux sociétés de maintenir des marges et donc d'investir, de prolonger le cycle de CAPEX et de maintenir leur staff, en fait, et donc d'assurer une sorte de dynamisme au niveau du marché du travail. Et donc des consommateurs, et donc une croissance de tiers du PIB américain. Donc, on peut imaginer ce scénario, même si à ce stade c'est un peu tôt pour le considérer comme le scénario central, mais très très encourageant en ce début d'année. Sur les attentes Fed et BCE, c'est vrai que le marché allait trop vite, trop fort, donc mars est trop tôt. Bon, je pense qu'effectivement actuellement c'est ancré pour juin et on a quoi effectivement penser que ce sera le cas. 3 baisses qui sont les dot plots de la Fed, c'est peut-être effectivement ce à quoi il faut que le marché se prépare. Peut-être une de plus, 4, mais 5, c'est peut-être également un peu élevé. Chacun fait un peu son chemin. Enfin, le marché, en tout cas, fait son chemin vers la Fed à ce stade. Et là où je serais un peu plus perplexe sur le potentiel de baisse du taux long américain, c'est où est-ce que la Fed va atterrir ? Quel est le fameux taux terminal ? C'est vrai qu'on peut prolonger 2025 ou autre, mais si elle s'arrête à 3,5 ou 3, qu'elle estime être le taux réel d'équilibre nécessaire compte tenu de la croissance potentielle, compte tenu du déséquilibre épargne-investissement. Si c'est 3,5, est-ce que ces fameux taux ont encore beaucoup de potentiel de baisse ? Pour l'instant, on est légèrement long duration. On a cette conviction plutôt sur la partie courte, en bull steepening, mais c'est vrai qu'on regarde ça quand même de très très près. Ouais. Bon, le taux réel d'équilibre, c'est le fameux Graal des banques centrales, personne ne sait exactement où il est, mais c'est le taux qui ne génère aucune friction dans l'économie. C'est ça. Pour caractériser un peu ce taux mythique et indéfinissable. Sur la partie... si on considère si on considère que la résilience de l'économie américaine, et je partage complètement... je vois pas où il y aura une baisse des taux, de toute façon. Alors, il y aura... Parce que l'inflation baisse quand même. Quand même. d'accord. C'est tout ce que nous dit Powell depuis décembre. On baissera nos taux non pas pour stimuler ou soutenir l'économie, simplement pour prendre acte du fait... Non, mais d'accord. Mais c'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui, là, moi, ça fait des mois que j'entends, on va commencer une baisse, et après, j'en ai une tous les 6 mois, enfin, à chaque fois, tous les mois. Parce que les premières baisses de taux, c'est de la recalibration, et que le marché a imaginé en tout cas qu'à un moment, ça suffirait pas, et que l'économie plongerait un peu plus... D'accord, ça change. C'est pas du tout le scénario aujourd'hui envisagé. Qu'on dit, OK, on fait une baisse des taux parce que j'acte effectivement la désinflation, mais après on aura, je vais voir si le taux est à 3,5, ça laisse quand même une petite marge de manœuvre, quoi. Ça laisse quand même quelques baisses possibles. Sauf que j'ai pas entendu ça depuis un petit moment quand même. Moi j'en suis resté où non, il attend ça depuis décembre quand même, Powell. Et même le premier à le dire a été Chris Waller, si je dis pas de bêtises, gouverneur de la Fed. On va recalibrer. C'est pas les baisses de taux. Ce sera de la recalibration, un re-réglage de la politique monétaire parce qu'on gère et on pilote les taux réels. On n'aura donc pas tous ces 4-5 baisses de taux. Après, ça c'est ce que pense le marché. 5,5, 3,5, ça fait quand même 8. Enfin, c'est pas dans les 6 mois. Ils peuvent avoir 100, 125 points de base de marge de manœuvre. Dans le temps. Oui, mais sans devenir accommodant pour autant, c'est ce que je veux dire. Le but n'est pas de revenir à une politique monétaire accommodante. Je crois que personne n'a dit ça. Mais pour revenir sur la réflexion, je pense que prendre de la duration, je pense que c'est assez consensuel comme trade. Mais cette année, je pense que beaucoup plus que tout ce qu'on a pu vivre, c'est où allouer la duration. C'est sur quel positionnement de courbe l'allouer. Et ça va être fondamental. Ça va être ça le moteur de performance en fait. Parce qu'on a aussi un supply, donc une offre de papier qui va être absolument considérable. Dans une administration Trump qui serait tentée potentiellement de mettre encore en place des plans de soutien très très ciblés, etc.
Et quand on voit l'évolution des déficits américains, enfin, on ne peut pas être très très serein par rapport à ça. Donc l'offre de papier, elle va être massive. Donc les parties courtes intermédiaires de courbe, effectivement, c'est le positionnement qui permet à la fois de prendre C'est idéal pour vous. le portage D'accord. et de bénéficier de gains en capital dans la baisse des taux. C'est quoi? C'est 5 ans, c'est ça? 5 ans? 5 ans. C'est ça. D'accord. À propos, on parle d'émissions obligataires. Le jour où le Trésor américain va émettre ce soir du 10 ans, du papier à 42 10 ans milliards. pour 42 milliards. Ce sera la plus grosse adjudication ever pour du 10 ans américain. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'effet supply? C'est l'effet d'émission de papiers obligataires gouvernementaux. Ça existe aussi en Europe. Parce que je constate quand même que les taux américains, ils ont pu rebaisser alors même que le Trésor émettait massivement et prévoyait d'émettre massivement. L'effet supply, c'est un mirage ou c'est quand même une réalité aujourd'hui, Franck? Alors quand on regarde les choses avec beaucoup d'altitude, il n'y a aucune corrélation entre l'offre de papier, Le montant donc d'émission? les déficits publics, c'est ça. pour résumer, les Le niveau déficits des taux. publics et le niveau absolu des taux, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est totalement contre-intuitif, mais ça ne marche pas. Alors, il y a eu beaucoup de papiers déjà émis en ce début d'année, mais on en a parlé en début d'émission, un appétit obligataire, mais absolument considérable. Donc c'est très important en fait cette émission. Même pour les papiers américains? Moi, je sais pas, on m'a montré quelques adjudications où il y avait quand même du tail, il y avait quand même... Il y a eu moins d'appétit pour le papier américain que pour le papier en euros. Mais là, ça repricé quand même. On a touché 3,80. Oui, on a touché 3,80 il y a quelques semaines sur le 10 ans américain. Bon, on est à 4,08 là. Donc là, ça attire de la demande. Mais oui, forcément, ça va attirer de la demande. Mais ça va être un signal très très important pour les prochaines semaines sans doute. Ouais. La réussite de l'émission spécifique absolument. du 10 ans. Parce qu'on est dans ce mouvement de repricing des attentes en termes de calendrier de baisse de taux, calendrier et nombre de baisse de taux. Ça va venir ensemble, ça va se mettre en place, mais c'est pas terminé ça. Donc cette phase d'ajustement, elle est encore devant nous. On est dans une espèce de consolidation un peu latérale du marché, grosso modo dans un couloir sur les taux longs, avec une forte volatilité entre les bornes. Mais ce qui capte la tension sur les taux, c'est justement l'appétit obligataire. Donc si on constate effectivement qu'il y a beaucoup moins d'intérêt sur cette émission, attention. Alors ça peut partir plus haut. Ça peut libérer. Pour l'instant, la borne c'est 4,15, 3,80, c'est ça? 3,80, 4,20. Ouais, 4,20. 4,20, ça semble être le seuil. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Depuis les 5% historiques, historiques dans le monde connu de nous-mêmes. C'était quand? Fin octobre, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Les Américains. On a eu un premier rallye très clair, puis ensuite un FOMC début décembre Fed qui a confirmé, magnifié encore ce rallye. Qui a magnifié ce rallye, et donc le 4,20 correspond à la borne haute de ce discours. On a eu 120 BP d'amplitude en fait entre fin octobre et le 27 décembre. Qui est, deux mois historiques, novembre-décembre, sur le plan du rallye. On a une émission 30 ans, jeudi aussi à suivre, demain. Je pense qu'il peut avoir toute son importance. Oui, bon, on va les suivre. On va toutes les suivre. On suit aussi ce qui se passe sur le segment à nouveau des banques régionales américaines. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut y passer, mais en dire un mot au moins. David, bon, alors donc là, c'est New York Community Bank Corp. J'ai vu qu'il y avait un établissement japonais aussi sur le sol américain. On me renvoie là tous les expositions des banques européennes, notamment allemandes, au commercial real estate américain. Tout le monde refait ses petits calculs. Comment vous évaluez ce risque aujourd'hui, sachant qu'on a déjà eu, entre guillemets, l'expérience de SVB? Est-ce qu'un risque à la SVB est encore possible aujourd'hui aux États-Unis? On ne pense pas. À la fois, Janet Yellen et Powell ce week-end a pu communiquer par rapport au fait qu'il n'envisageait pas une crise systémique. Et quand on analyse le bilan de cette banque, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de risques spécifiques embarqués. C'est assez idiosyncratique, là. C'est idiosyncratique. Alors, ils avaient racheté Signature, Je rappelle, NYCB, c'est la banque qui a sauvé, qui a racheté Signature, qui était la banque new-yorkaise en faillite ou en défaut ou proche de l'être après SVB. Ils ont un bilan qui a explosé à la hausse en peu de temps. Ils sont très concentrés sur l'immobilier commercial. À New York, de surcroît, ils ont un ratio dette sur prêt qui est défavorable, du problème de liquidité. Bon, je pense que le Trésor public a flagué un certain nombre de banques régionales à risque. Elle en fait partie. Il peut y en avoir d'autres, mais a priori, en tout cas, difficile d'imaginer en 2024 que ça puisse générer une crise systémique, ou voire même une crise à l'échelle de ce que SVB a généré.
Franck, que disent les spécialistes d'Allianz sur ce sujet de l'immobilier commercial? Ça fait les gros titres en permanence, donc d'une certaine manière c'est rassurant, tout le monde a le nez dessus, etc. Est-ce que ça suffit pour dire que oui, alors c'est des marchés de bureaux, d'immobilier commerciaux en plein changement, post-Covid, les comportements changent, etc. Il y a des transitions et des ruptures majeures dans ce segment spécifique de l'immobilier mondial. Est-ce que ça en fait un risque majeur pour vous aujourd'hui? Non, risque majeur, non. Mais bon, évidemment, les analystes crédit ont fait le travail. Ouais. Fondamentalement, on n'est pas inquiet sur la qualité de crédit de cet émetteur. Mais enfin, l'histoire nous prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer quand même les mécanismes de contagion et de psychologie de marché, de bank run. Alors bank run, il y a 70% des dépôts quand même qui sont garantis. Ouais, c'est ça. Donc on devrait éviter un bank run. Mais c'est fascinant de constater encore une fois. Ah mais c'est la confiance, à la fin de la journée pour une banque, c'est la confiance. C'est la confiance, évidemment, mais que des acteurs européens, c'est un peu toujours les mêmes en fait qu'on retrouve. On a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup appris de l'histoire. Donc bon, c'est un point de vigilance. Il faut faire très attention, scruter un peu les mécanismes de contagion, mais aujourd'hui, quand vous regardez le marché du crédit bancaire, enfin, on a eu juste une petite respiration. On a quelques AT1, donc des papiers obligataires très très subordonnés, qui ont corrigé de 1%. Mais c'est rien du tout en fait en prix. Oui, en termes de spread. C'est pas grand chose en fait. C'est pas grand chose. Donc pour l'instant, le marché est plutôt serein par rapport à ça. Vigilance, mais pas de stress généralisé sur ce sujet aujourd'hui. Bon, encore une fois, c'est bien flagué. Le commercial real estate, on en parle depuis un moment, et j'imagine que tout le monde, j'espère, a fait ses devoirs et ses calculs à ce sujet. Si on revient à la logique d'investissement en ce début de mois de février, Eric, déjà revenons quand même sur ce groupe des grandes capitalisations boursières, les Magnificent Seven aux États-Unis, mais d'autres, on a des homologues, on va dire, en Europe. David le faisait remarquer, des boîtes effectivement qui pesaient pas comme ça dans les indices il y a encore quelques années, et qui changent aussi peut-être le profil indiciel de l'Europe. C'est un peu plus tech. C'est quand même moins bancaire, c'est moins utilities, c'est un peu plus tech qu'il y a quelques années de ça aujourd'hui. Ouais. La bonne tenue du luxe, toujours. Ouais. C'est impressionnant. Mais effectivement, mais ça va, vous l'avez très bien décrit, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une concentration vers la sécurité de la croissance, en fait. Et donc, la publication des LVMH... C'est un sujet, on est à l'aise avec ça, on peut être à l'aise avec ça. Parce que... où aller, je veux dire, voilà, j'ai un souci. Où aller? J'ai essayé de le faire un peu de mid, d'être contrariant. Ça a duré un mois et demi. Donc c'est mort parce que les taux, c'est pas pour tout de suite. Alors la grande nouvelle, c'est que ça fait un moment que je suis contre la Chine et je reviens. Voilà, alors c'est la grande nouvelle. Je note, un investisseur revient sur la Chine. À dire qu'il fallait pas y toucher. Je disais Alibaba, free cash flow historique. Cours de bourse au plus bas. Oui, exemple. Peut-être. Alors pourquoi? Parce que en fait, si la Chine veut s'en sortir, il faut absolument sauver le consommateur chinois. Ça c'est clair. Donc le consommateur chinois, on essaye de le sauver avec son épargne dans l'immobilier. On essaye de stabiliser les prix immobiliers. On voit que le XI fait les choses. Et il a besoin également aussi d'un marché de valeurs mobilières qui arrête au moins d'être vu comme un signe négatif. Au moins, stabilisation et voir un peu plus de dynamisme. Alors, j'ai toujours été contre parce qu'on a toujours considéré le marché comme si le marché chinois était un marché libéral, ainsi de suite. Non. Mais alors, je prends justement l'effet l'inverse, c'est-à-dire que comme on a besoin de le manipuler et que c'est maintenant jamais. Je pense que pour la Vous première pensez que là, il y a un vrai. Pour le coup, il y a un plancher au moins pour quelques temps là. Voilà. Oui. Alors pour quelques temps, comme j'ai fait certainement pour les mid et small, parce que. Voilà, faut bien que je fasse quelque chose d'autre en dehors de. Mais vous dites que non, mais c'est intéressant. Pour Xi Jinping, c'est devenu. Enfin, c'est devenu la priorité du moment. Il y a la question immobilière, il y a la question. Mais sur les marchés financiers, on a vu quand même une accumulation de mesures ces derniers jours destinées justement à spécifiquement soutenir ces marchés boursiers. Voilà, il faut stabiliser tout ça. De toute façon, comme on veut, faut absolument sauver
le soldat chinois, donc enfin le consommateur chinois. Ouais. Oui. Donc il n'y a pas le choix. Je pense qu'on peut pas laisser un marché en déliquescence comme Vous ça. savez que le retail chinois achetait de moins en moins d'actions chinoises et achetait de l'or aujourd'hui, ce qui est quand même pas effectivement un très très bon signe, alors que c'est plutôt Alors, un ça sera segment long, hein, retail chinois qui a été très acheteur d'actions chinoises. C'est évident qu'en termes macro, enfin, j'en retire pas tout ce que j'ai dit. Non, non. Effectivement, on est encore très très loin, Ouais. mais C'est une logique c'est de le marché, quoi. moment si j'avais quelque chose à faire de contrariant, de faire quelque chose en Chine. C'est important que la Chine stabilise quand même ses marchés financiers, ses marchés boursiers aujourd'hui, David. Ou c'est un sujet chinois Non, mais qui reste chinois, quoi. Alors nous, on n'investit pas en Chine et d'un point de vue purement macro, moyen, long terme, on est quand même plutôt pessimiste. On l'a toujours été. On ne vais pas revenir sur les raisons, mais elles sont clairement identifiées. Là, on a un pouvoir qui a recours à une relance à la fois budgétaire et monétaire pour colmater les brèches. Donc la première étant une valorisation des marchés chinois qui est vraiment trop faible. Donc en fait, pour dire les choses simplement, le gouvernement fait en sorte que il n'y ait plus de short-sellers. On puisse plus vendre à Les vendeurs à découvert, découvert iront écraser. pourrir en prison. Voilà ce que déclarait alors le patron du régulateur chinois, qui le lendemain a été viré par Xi Jinping parce que visiblement il n'avait pas suffisamment bien contrôlé les marchés actions. Donc c'est vieux comme le monde pour stopper l'hémorragie. Bon voilà, donc c'est plutôt une bonne chose qu'il le fasse parce que je pense qu'il y a trop de spéculation à la baisse à court terme sur ce marché. Donc potentiellement en rebond technique, ça fait quoi, 6-7% de rebond par rapport au plus bas sur cette nouvelle. Après, encore une fois, on n'investit pas à ce marché chinois, mais c'est pas un marché sur lequel je serais serein d'un point de vue fondamental. Non, mais c'était aujourd'hui, voilà, plus personne n'est obligé d'investir en Chine, il n'y a pas de doute là-dessus. Juste savoir si c'était important pour le global market de voir quand même une pour stabilisation le bon équilibre des marchés financiers. Oui, ça. bien évidemment. Oui, tout à fait. Je rappelle, c'est le chiffre qui fait très très mal, mais le MSCI China est créé en 1992. Sur la séquence de 92 à aujourd'hui, c'est un indice qui a baissé. On a une destruction de valeur boursière sur 30 ans et plus de marché actions en Chine. Enfin, on a une crise de bilan en Chine qui va mettre des années à se résorber, une crise de confiance, un problème démographique, de la relocalisation. Enfin, d'un point de vue structurel, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de plaider pour cet investissement. L'autre chiffre qui me marquait sur la Chine, c'était alors je regardais le 10 ans chinois, on m'a dit passer sous 2,45%. Effectivement, on n'a pas vu ça depuis 2002. Et ça ramène un peu l'idée, effectivement, voilà, la problématique du modèle économique chinois et l'idée de la déflation, ou en tout cas de quelque chose qui s'apparenterait quand même à un manque de dynamique de ce point de vue-là. Oui, c'est quelque chose qu'on joue, qu'on joue dans nos portefeuilles globaux. Ouais. Mais oui, on s'était positionné à 2,90, mais on tient la position. Donc, on parle de quelque chose d'assez marginal dans le portefeuille. Ça reste... C'est de l'ultra-diversification aujourd'hui pour tout le monde. Non, mais comme quoi, ça bouge très très vite de ce point de vue-là. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Franck Dixmier, directeur monde des gestions aux obligataires d'Allianz Global Investors, David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova, et Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance.